à toutes, bonsoir. Bienvenue à cette webconférence sur les cancers gynécologiques et les séquelles, parce que c'est vrai que parfois certains traitements vont impacter la sphère génito-urinaire et provoquer certains troubles, comme ce soir nous allons évoquer les incontinences urinaires qui ont un impact sur la qualité de vie. Ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi, comment y remédier, peut-être comment prévenir et puis surtout comment les traiter. Et pour cela, nous serons entourés d'abord de Laurence, bien connue du réseau, de la communauté Mon Réseau Cancer Gynéco sous le nom de Lolo 2210. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous, Laurence. Le docteur Quesada, bonsoir docteur Quesada. Donc vous êtes oncologue médical à l'ICM, c'est à Montpellier. Et vous êtes spécialisé dans la prise en charge des cancers gynéco-pelviens. Et vous serez en binôme avec le docteur Poinas, avec qui vous travaillez au quotidien. Bonsoir, docteur Poinas. Donc, vous êtes à la fois à l'ICM et à la fois à la clinique mutualiste Beau Soleil, donc dans le sud. Et vous êtes urologue. Bonsoir, merci beaucoup. Et je laisse la parole à Laure. Alors, un tout petit mot d'accueil pour toutes les patientes de Mon Réseau Cancer Gynéco et pas que. Des personnes qui peuvent nous écouter, patientes et proches, des femmes qui sont intéressées par ce sujet des incontinences urinaires. Mais on a aussi partagé cette webconférence sur d'autres réseaux, notamment Mon Réseau Cancer Colorectal, puisque finalement, ces problèmes d'incontinence sont des gènes qu'on rencontre dans différents types de cancers. Et donc, sur Mon Réseau Cancer Gynéco, on était très sensible à ce sujet qui peut être un sujet en fait d'alerte de la maladie, mais aussi un sujet de séquelles des traitements. Grâce d'ailleurs aux témoignages depuis plusieurs et aux échanges avec Laurence notamment, mais aussi dans un des groupes, puisqu'on a des sous-groupes d'échanges en fonction des différents types de maladies, mais aussi on a un groupe incontinence urinaire où on peut parler tous ensemble de ce sujet sans tabou. Ça permet vraiment de voir comment ça se passe pour les autres, comment on s'en remet, quelles sont les solutions. Et on s'est dit avec Laurence que c'était important qu'on donne la parole justement aux témoignages, mais aussi qu'on donne la parole aux médecins pour qu'ils nous expliquent pourquoi ces signes urinaires et pourquoi et comment prendre en charge ces incontinences qui peuvent vraiment nous impacter. Donc, sans plus attendre, on va donner d'abord la parole au docteur Quesada, puis on aura le témoignage de Laurence, puis de nouveau le docteur Quesada, vous allez voir pourquoi. On prendra un temps de questions à ce moment-là, donc vous pourrez, on vous rappelle, mettre vos questions dans l'onglet dédié. Et dans un deuxième temps, on écoutera le docteur Poinas, donc urologue, qui va nous donner des solutions pour résoudre ces difficultés. Voilà, donc docteur Quesada, on vous passe la parole et très bonne soirée à tous. Merci beaucoup de l'invitation avant toute chose, Patient en réseau, effectivement pour ce sujet très très important puisque focalisé sur la perspective patiente et qui semble essentielle et qui implique justement avant toute chose les patientes, leurs proches aussi, mais aussi une prise en charge multidisciplinaire et on va essayer d'y répondre ce soir. Donc, mes liens d'intérêt, effectivement, nous avons essayé de tisser un topo, vous allez voir, en deux temps. Le premier temps sur les cancers gynécologiques et pourquoi on peut avoir un retentissement depuis la maladie cancéreuse sur les symptômes urologiques. Et dans un second temps, quelque chose qui est tout aussi important, qui est le retentissement urologique et les séquelles, les toxicités, les séquelles urologiques des traitements anticancéreux. Donc nous aborderons très brièvement, je ne vais pas refaire un topo sur l'épidémiologie et sur les facteurs de risque et sur les manifestations. On pourra prendre quelques questions si nécessaire des différents cancers gynéco-pelviens, de la sphère gynéco-pelvienne, mais je vais essayer en quelques diapositives de vous expliquer pourquoi on peut avoir ce retentissement sur la sphère urologique. Et effectivement, notre patiente témoin aujourd'hui interviendra au milieu de mon topo dès lors que j'aurai expliqué comment la maladie cancéreuse impacte
sur la sphère urologique avant de parler des toxicités urologiques des traitements. Ça revient un peu sur ce que je vous ai dit. Vous avez les cancers gynéco-pelviens, vulve, vagin, le col de l'utérus, le corps de l'utérus, trompe de Fallope et ovaire qui peuvent, au gré de leur développement, présenter des symptômes urologiques. Et inversement, les traitements anticancéreux qui sont là pour lutter contre la maladie cancéreuse vont avoir des symptômes urologiques liés au traitement. Si on revient dans l'anatomie, sans partir dans l'hyper-détail, ce n'est pas un cours de médecine, si on revient à l'anatomie de base, dirons-nous, vous voyez donc sur la partie de gauche qu'effectivement vous avez la cavité vaginale avec les grandes et les petites lèvres. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche avec le clitoris au-dessus. Vous voyez déjà depuis la partie extérieure de l'appareil urogénital, contrairement à ce que l'on a chez l'homme, vous voyez qu'il y a une proximité directe entre la cavité vaginale et l'urètre. Donc déjà, ne serait-ce que sur la partie externe, vous avez un contact direct. Si vous vous intéressez à la partie de droite du schéma qui reprend peu ou prou l'appareil reproducteur féminin, vous voyez donc le continuum depuis la vulve en bas, la cavité vaginale, le col de l'utérus, la continuité avec le corps de l'utérus, les trompes de Fallope et les ovaires. Une fois que l'on a cette description, très simple, mais cette description, on va faire, et je ne ferai pas l'affront de mettre en défaut le docteur Poinas, mais très simplement l'appareil urogénital. Donc, on part de la vessie, très simplement. Ce qui abouche la vessie à l'extérieur où l'urine sort, vous avez l'urètre qui est très court chez les femmes. Et ensuite, vous allez avoir abouché via le trigone vésical, ce qui est en bas de la vessie, les deux urotères qui sont les deux tuyaux qui permettent de rejoindre vos reins et donc l'écoulement de l'urine depuis les reins vers la vessie et ensuite via l'urètre vers l'extérieur. Si on s'intéresse là à la partie de droite du schéma, pour faire quelque chose de très simplifié, si vous faites ce qu'on appelle une coupe sagittale, c'est-à-dire que vous avez à l'avant, vous avez la vessie, au milieu, vous allez avoir la cavité utérine avec le vagin en prolongement et en arrière le rectum. Et dès lors, là, on est juste en physiologie. Vous pouvez voir si vous regardez la flèche qui indique le col de l'utérus, vous voyez que le col de l'utérus, juste en avant, vous avez la vessie. Et juste en arrière, vous avez le rectum. Ce qui va expliquer, dès lors que typiquement une maladie du col de l'utérus va se développer, elle pourra très facilement impacter la sphère vésicale, la sphère urologique, ou inversement, s'il y a une dissémination vers l'arrière, la sphère rectale et présenter donc des symptômes rectaux, des symptômes digestifs. Pourquoi aussi il peut y avoir, là je vous fais un petit panorama, je vous ai montré donc la proximité entre ce qu'on appelle le pelvis antérieur, la sphère urologique, le pelvis moyen qui est la sphère génitale, le pelvis postérieur qui est la sphère digestive avec le rectum. Il y a aussi de nombreux nerfs qui vont passer justement dans le pelvis. Et là, peut-être Grégoire pourra en dire plus si nécessaire lorsqu'il parlera de la prise en charge. Mais retenez que finalement, le fonctionnement de la vessie va être en grande partie commandé de manière involontaire par ce que l'on appelle le système nerveux végétatif. C'est-à-dire le système nerveux végétatif, ça va être l'ensemble des nerfs qui permettent le régissement de notre corps humain au quotidien sans que l'on s'en rende compte. Fonctionnement, battement cardiaque, retenir les urines, retenir les selles. Et en fait, ce système nerveux végétatif qui est l'idée par le parasympathique et le sympathique, je vous ai mis un tableau à gauche. Le parasympathique, lorsqu'il est activé, va inhiber le stockage des urines et donc le remplissage de la vessie et activer la miction, donc l'urine, la production d'urine, le fait d'uriner. Inversement, le sympathique agit comme un frein du relargage des urines avec une activation du remplissage et une inhibition de la miction. La seule chose qui est volontaire, c'est ce que l'on fait nous spontanément. Lorsqu'on a envie d'uriner, on se retient d'uriner, on va contracter les sphincters en regard de l'urètre. Et donc finalement, si on essaie de faire maintenant un peu la synthèse de tout ça, vous avez l'appareil urologique juste en avant, sur la partie de gauche du schéma, vous voyez que juste derrière, vous allez avoir accolé l'utérus, et vous voyez que ces deux urotères vont partir de part et autre de l'utérus, donc tout ça est à proximité.
Et je rajoute une dernière couche de complexité qui va être les ganglions. C'est sur la partie de droite du schéma, vous avez tous ces ganglions qui vont être des voies de drainage physiologique, mais qui vont aussi pouvoir être envahis par les cellules cancéreuses dès lors que lorsqu'une tumeur va se développer, elle va se développer soit à partir du col de l'utérus, soit à partir du corps de l'utérus, soit à partir des ovaires, soit à partir du vagin. Vous allez avoir un développement local de la maladie qui ensuite, les cellules cancéreuses vont passer justement par les ganglions pour aller disséminer de proche en proche. Et lorsqu'elles vont passer dans les ganglions vont grossir. Ce qui, dans le contexte de maladie cancéreuse, va être appelé sous le terme d'adénopathie. Ces ganglions, lorsqu'ils vont grossir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pouvoir comprimer justement les organes à proximité, qui peuvent être les uretères, qui peuvent être les vaisseaux, qui peuvent être aussi les nerfs. Et donc, vous allez avoir derrière les symptômes associés. Et finalement, là, on en arrive, après avoir fait l'anatomie, aux symptômes urinaires révélateurs. Si vous avez bien suivi tout mon propos, développement local, loco-régional de la maladie cancéreuse, au premier plan, ça va quand même être les cancers du col par rapport à la proximité dont je vous ai parlé entre le col de l'utérus, en avant la vessie, en arrière le rectum. Les cancers du col qui très facilement aussi vont faire ce qu'on appelle donc je vous ai parlé des adénopathies. Vous avez aussi les cancers de l'utérus et de l'ovaire qui peuvent en donner, mais de manière plus indirecte. Et les symptômes pour les patientes vont être multiples. Premièrement, ça peut être ce qu'on appelle de la dysurie, c'est-à-dire sensation anormale lorsque j'urine. De la pollacurie, je vais uriner plus fréquemment parce que finalement, si la maladie du col se développe, vous allez avoir une irritation quasi permanente de la vessie qui peut aussi amener à des brûlures urinaires sans pour autant que la patiente va voir son médecin traitant, son urologue, son oncologue et dire « j'ai des brûlures quand j'urine », on fait des analyses d'urine, pourtant il n'y a pas de germe. Si la maladie se développe un peu plus et qui envahit la vessie ou envahit les uretères, les deux canaux, vous pouvez aussi avoir du sang dans les urines, ce que l'on appelle de l'hématurie. Et si on a un développement un peu plus présent par rapport à cette compression nerveuse, par rapport à la compression des uretères, compression de la vessie, ça peut faire ce qu'on appelle des douleurs projetées au niveau lombaire, une irradiation et des douleurs au niveau lombaire. Des complications qui peuvent être un peu plus importantes, je vous ai parlé des deux uretères. Si vous avez un uretère qui est comprimé, on peut avoir une dilatation de l'uretère, une hydronéphrose, c'est-à-dire que comme un tuyau, si finalement vous bloquez le tuyau, vous allez avoir une surpression en amont et donc le tuyau va se dilater, l'uretère va se dilater et c'est le moment où l'urologue peut rentrer dans la boucle pour poser une sonde de double J et c'est là qu'on va se retrouver avec justement les complications urologiques de la maladie, l'envahissement vésical et des paquets nerveux, je vous en ai parlé. Et les autres complications possibles vont être les fistules au gré du développement de la maladie cancéreuse en local, loco-régional. On peut avoir aussi une fistule dite urogénitale, c'est-à-dire que la maladie du col peut venir grignoter la filière urinaire, des infections donc récidivantes, mais aussi, et là c'est un point clé dans la prise en charge de nos patientes, c'est tout ce que l'on va appeler les troubles fonctionnels urinaires. Tout ce qui va être des troubles fonctionnels, c'est la problématique des symptômes ressentis par les patientes, mais qui pour autant n'ont pas de retentissement organique. C'est-à-dire on passe un scanner, on passe une IRM, on passe une échographie, on ne voit pas de troubles organiques retrouvés sur l'imagerie. Néanmoins, notre patiente présente des symptômes qui peuvent avoir un impact important sur sa qualité de vie au quotidien. Et donc, effectivement, je ne vais pas rentrer dans l'hyper détail de tout ce que l'on peut faire de l'imagerie, échographie, scanner, IRM, cystoscopie, le travail de l'urologue, mais surtout le point clé, c'est que c'est un travail d'équipe, oncologue médical, médecin traitant, le gynécologue et évidemment l'urologue. Et je vais peut-être laisser la parole à notre patiente avant de vous présenter un peu le versant inverse des complications liées au traitement que l'on pourra faire. J'en profite pour vous partager un témoignage d'Isabelle de mon réseau cancer
gynéco qui, elle, justement, c'est les symptômes urinaires qui l'ont invitée, entre guillemets, à s'alarmer et à aller consulter son médecin. Et on va voir avec le témoignage de Laurence que parfois, ce n'est pas du tout les symptômes urinaires qui vont être un peu le signe d'appel de la consultation. Voilà, donc c'est juste pour que vous voyez qu'il y a aussi cette complexité. On rappelle que les cancers de l'ovaire, malheureusement, il n'y a pas de dépistage organisé. Il y a plein de signes un peu divers au niveau abdominal. Peut-être que le docteur Quesada pourra aussi reprendre ça, en fait, un peu toute cette panoplie de signes d'alerte qu'on doit connaître en tant que femme pour consulter. Ou peut-être rappeler les signes d'alerte des cancers de l'ovaire. Je trouve que ça serait quand même bien d'avoir ça, avant de rentrer dans les séquelles, puisque c'est vraiment un autre sujet. Donc voilà, peut-être que vous pouvez nous dire ça. Il faut que vous rallumiez votre micro. Voilà. Oui, effectivement, avec plaisir. Vu que là, il s'agissait quand même d'un topo centré sur les symptômes urologiques qui peuvent émailler l'évolution de la maladie cancéreuse gynéco-pelvienne ou être le point d'entrée dans la maladie, parce que ça peut être parfois des symptômes très légers, mais ça peut aussi être, et je pense que mon confrère docteur Poinas pourra en témoigner, c'est une patiente qui présente une insuffisance rénale aiguë inaugurale, on découvre une dilatation de l'urétère du rein, et finalement on tombe sur un cancer du col localement avancé. Et donc la porte d'entrée, finalement, ce n'est pas du tout j'ai des symptômes de la sphère gynéco-pelvienne. Donc en fait, les cancers de la sphère gynéco-pelvienne, très simplement, comme je l'explique souvent, donc 4 cancers à retenir. Les cancers de l'ovaire, les plus létaux en France, avec à peu près 3000 décès par an, 5000 cas diagnostiqués. Les points d'appel, malheureusement, pas de mesure de dépistage à l'heure actuelle. Ce sont des cancers, la médiane d'âge c'est 65 ans, ce sont des cancers qui finalement apparaissent à très bas bruit, puisque ce sont des symptômes qui apparaissent comme des symptômes qui souvent sont raccrochés au vieillissement naturel, avec typiquement une pesanteur pelvienne, avec une augmentation du périmètre abdominal qu'on appelle de l'acide, une altération de l'état général, une perte de poids. Et finalement, il y a souvent une errance diagnostique, et c'est pour ça que dans 75% des cas, on a un cancer qui est déjà au stade avancé. Les symptômes urinaires retrouvés dans les cancers de l'ovaire, ça va être plus sur le versant, sur la compression liée à la maladie, avec soit des nodules de maladie, soit de l'acide qui vont appuyer sur la vessie et sur les centres effecteurs de la miction. Cancer du corps de l'utérus, on redescend. Heureusement, ce sont les cancers les plus fréquents, pas heureusement les cancers les plus fréquents, mais très bien pris en charge, très bien guéris, parce que dans 75% des cas, pour le coup, sont diagnostiqués à un stade précoce, parce que le premier point d'appel où il faut que nos patientes s'alertent, c'est ce qu'on appelle des métrorragies, des saignements après la ménopause. C'est la patiente qui va voir son médecin traitant qui dit « Docteur, j'ai à nouveau mes règles ». Donc ça, c'est un cancer du corps de l'utérus jusqu'à preuve du contraire. On peut, par dissémination locale, avoir des symptômes urinaires, mais le point d'appel, c'est vraiment saignement post-ménopause, métrorragie post-ménopause, c'est le plus fréquent, mais très bien pris en charge. Ovaire, le plus létal, endomètre, le plus fréquent, col, le plus évitable. Et on n'insistera jamais assez. Le cancer du col, on a l'histoire en Australie avec des campagnes très importantes de vaccination, de dépistage. On a diminué de 90% l'incidence des cancers du col. Donc il ne faut jamais cesser de répéter vaccination universelle, 11 à 14 ans, rattrapage jusqu'à 19, vaccination universelle, parce que les hommes sont porteurs aussi du réservoir de HPV, puisque dans 99% des cas, c'est le papillomavirus humain. Et ensuite, le dépistage chez le gynécologue ou chez le maïeuticien. Et enfin, le plus rare, qui va être le cancer du vagin et le cancer de la vulve, qui sont beaucoup plus rares, mais qui ressemblent un peu au cancer du col. Je terminerai donc sur la partie point d'appel urinaire, là où on les retrouve le plus fréquemment, ce sont dans les cancers du col par rapport à ce que je vous ai dit sur la proximité du col avec la sphère urologique. Et donc nous avons le retour de notre patiente qui va pouvoir témoigner, je pense. Bonjour à tous.
J'ai enfin retrouvé le son et la caméra. Voilà, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Laurence, j'ai 55 ans. Je suis suivie à l'ICM de Montpellier par le docteur Quesada. J'ai été diagnostiquée d'un cancer des ovaires de haut grade avec métastase ganglionnaire en août 2018. Donc, de façon assez fortuite, à savoir que j'étais suivie par une gynécologue de façon annuelle. Je me suis présentée en consultation en ayant de violentes douleurs dorsales ainsi qu'une douleur abdominale. Donc, quand on a conversé toutes deux, il s'est avéré qu'elle a décidé donc de me faire une échographie endopelvienne qui s'est avérée mauvaise. Donc, à la suite de ça, j'ai commencé à faire pas mal d'examens. J'ai subi une célioscopie pour l'ablation d'un des ovaires qui a donc confirmé le diagnostic initial. Donc, j'ai eu comme protocole de la chimiothérapie néoadjuvante. J'ai eu une première laparotomie, puis une seconde suite à des complications, et de la chimiothérapie faisant suite, qui s'est terminée en mai 2019. Donc, protocole terminé, je suis suivie actuellement en rémission complète. Il s'avère que courant juin 2019, j'ai commencé à avoir des troubles urinaires assez importants, donc à l'effort, mais pas que, des troubles urinaires qui commençaient à me handicaper sérieusement. Donc, j'ai consulté mon généraliste dans un premier temps sans trop m'en inquiéter, qui lui m'a prescrit donc des séances de rééducation périnéale, donc avec sonde chez un kiné que j'ai suivi de façon assidue. Et au bout de 42 séances, en s'apercevant qu'aucun effet ne résultait, il s'est avéré qu'on a décidé d'arrêter. Et mon gynécologue qui me suivait, qui a été mon chirurgien du cancer, a décidé de faire un bilan urodynamique, de me proposer un calendrier mictionnel sur quelques jours et de me donner un traitement avec du Vésicare. Donc, à la suite de ce bilan urodynamique, il s'est avéré que le diagnostic est tombé en disant que j'avais une hyperactivité vésicale avec des fuites majeures et invalidantes. Donc, je suis restée avec ce traitement de Vésicare donc, pendant 6 mois environ, sans aucun effet. Donc, de là, on m'a dirigée vers le centre de rééducation neurologique qui est situé à Montpellier, où un deuxième bilan urodynamique a été fait, a validé le premier diagnostic. Donc, de là, on a décidé d'arrêter le Vésicare, de proposer une neurostimulation tibiale. Et je précise que pendant tout ce temps, j'ai fait, comme disait le docteur Quesada, des infections urinaires récidivantes traitées par antibiothérapie pendant 6 mois. Donc, au-delà de cette neurostimulation qui est revenue négative, aucun résultat, en tous les cas rien de probant. En juin 2023, j'ai subi 2 petites interventions, enfin je vais plutôt dire des gestes médicaux. J'ai été orientée vers le docteur Poinas, qui a injecté dans un premier temps de la toxine botulique un certain nombre d'unités. Pas d'effet, vraiment rien d'extraordinaire. Donc, il a été convenu 6 mois plus tard de refaire une seconde injection de toxine botulique avec un nombre d'unités supérieur qui, malheureusement, n'a pas donné non plus de résultat. Donc là, c'était pour moi l'isolement. Le contact social n'était quasiment inexistant, la peur de me souiller en public. Donc, la moindre course, c'était une logistique incroyable de peur de me voir complètement souillée et d'avoir ma dignité complètement dégradée. Donc, je me suis retrouvée dans un isolement total. Donc, le docteur Poinas m'avait donné un nouveau traitement avec du Betmiga, qui s'avère être un traitement non remboursé, que j'ai testé pendant 3 mois, sans résultat. Et suite à une réunion pluridisciplinaire, finalement, il a été convenu de mettre une phase test d'un neuromodulateur sacré qui a duré pendant 1 mois et demi. Et à la suite de cette phase test qui est, elle, revenue positive et qui commençait déjà à me donner une lueur d'espoir, il a été convenu en septembre 2024 donc d'implanter de façon définitive ce neuromodulateur
que je porte aujourd'hui, donc, qui est finalement le principe de donner finalement des impulsions électriques au niveau de la racine sacrée numéro 3 et donc de gérer ma vessie. Donc, je vous avoue que c'est une prouesse technique pour moi, puisqu'aujourd'hui, je revis. Je me protège quand même de temps à autre, mais plus par habitude. Et je considère que ces désagréments urinaires sont derrière moi. Donc, je prône vraiment cette solution. Malgré une errance médicale de quasiment 24 mois, aujourd'hui, je remercie tout le personnel soignant qui s'est occupé de moi et qui m'a redonné un peu goût à la vie et aux contacts sociaux. Voilà. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir accepté ce témoignage, parce que c'est vrai que tu soulignes la difficulté de ce vécu, l'isolement majeur, et aussi, comme tu dis, l'estime de soi qui peut être vraiment abîmée quand on a cette crainte dès qu'on sort, d'avoir une fuite et d'être gêné socialement. Et on est vraiment heureux et heureuse pour toi qu'aujourd'hui, grâce à ces solutions quand même hyper techniques, et on va en parler après, que tu puisses retrouver la possibilité. Alors, je tiens juste à préciser une petite chose qui peut paraître futile, mais enfin bon, en tous les cas, au niveau de la douleur proprement dite de l'intervention, franchement, c'est pas grand-chose, c'est pas douloureux ou très peu. La seule peut-être contrainte pour certains, c'est que la pile a une durée de vie de 7 à 10 ans, en fonction de l'intensité que l'on veut bien donner au niveau de l'ampérage qui est fourni. Voilà, je pense que c'est les deux seules petites contraintes. Et moi, franchement, si c'était à refaire, je le referais sans aucune hésitation. Et je remercie encore les médecins qui me suivent aujourd'hui. Et bien justement, on va donner la parole à ces médecins. Docteur Quesada, vous voulez poursuivre? Merci beaucoup, Laurence, effectivement, pour ce témoignage qui montre l'impact sur la qualité de vie de toutes ces séquelles. Et puis, le fait malgré des errances diagnostiques ou de traitements plutôt thérapeutiques, de trouver enfin la solution qui permet d'avoir une qualité de vie retrouvée. Docteur Quesada? Oui, effectivement, un grand merci pour ce témoignage qui est essentiel et qui montre que la victoire que l'on peut avoir, et qui bien sûr est plus qu'essentielle sur la maladie cancéreuse avec une rémission à l'heure actuelle, est contrebalancée malheureusement très souvent par des effets secondaires qui peuvent impacter au quotidien la qualité de vie de nos patientes, et c'est essentiel parce que c'est un second combat qui arrive avec en plus très souvent ce que j'avais commencé à aborder et ce que vous avez justement dit, le fait que pas de maladie cancéreuse, pas de lésion organique facilement objectivable et pourtant un mal-être présent et une qualité de vie altérée. Donc c'est hyper important de continuer à se battre pour prendre en charge ces symptômes au mieux. Et c'est analogue à un peu ce que l'on retrouve avec des symptômes qui ne sont pas à risque vital comme l'alopécie, les toxicités de type neuropathie périphérique, toutes ces toxicités qui finalement, si on se focus sur la quantité de vie, n'impactent pas, mais sur la qualité de vie. Les traitements anticancéreux, je ne vais pas faire pareil comme précédemment un cours d'oncologie médicale et de médecine, mais globalement, on a plusieurs boîtes. La boîte de la chirurgie dans les cancers gynéco-pelviens, la boîte de la radiothérapie, des traitements médicaux au premier plan, chimiothérapie, immunothérapie. Les soins de support aussi, parce que les soins de support qui sont là pour accompagner les patientes, typiquement avec les antalgiques, peuvent avoir un retentissement important sur la qualité de vie des patientes. Et au premier plan, la morphine qui va avoir un retentissement sur les fonctions urinaires et la qualité de la miction. Donc tout ceci peut avoir un impact sur la sphère urogénitale. Les complications chirurgicales, j'ai essayé de les lister de manière très simplifiées, peuvent être au moment de la prise en charge chirurgicale des lésions de l'urètre, c'est-à-dire les deux tuyaux qui réunissent votre vessie et vos reins, lésion de l'urétère qui peut derrière amener à des complications puisqu'on va poser des sondes double J, mais derrière on va être compliqué, notamment complications infectieuses, complications de la fonction d'excrétion rénale.
des fistules vésico-vaginales post-opératoires possibles, c'est-à-dire entre le vagin en arrière et la vessie en avant. Tous ces troubles, effectivement, qui peuvent être causés notamment par des lésions au moment de la chirurgie, des lésions nerveuses ou par une sidération du système urogénital, qui peuvent amener donc à des troubles de la vidange, à une incontinence ou inversement à une hyperactivité vésicale, qui est le pendant inverse. Et aussi, donc, je viens de vous le dire, une possible atteinte nerveuse, qui évidemment n'est pas volontaire, mais qui va se passer au moment de la chirurgie, puisque par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, on a tout ce complexe urogénital, les ganglions, mais aussi les nerfs qui passent dans le pelvis, avec un impact possible sur les fonctions urogénitales. La radiothérapie, même chose, je ne vais pas rentrer dans l'hyper détail technique, mais on retient que principalement c'est utilisé, c'est vraiment la cheville ouvrière des traitements, la clé de voûte des traitements des cancers du col, des cancers du corps de l'utérus et des cancers du vagin. Dans l'ovaire, c'est beaucoup moins utilisé. Quand on va faire des rayons, en fait, la radiothérapie, c'est un peu comme un scanner, mais on augmente les doses pour être toxique sur les cellules cancéreuses. Par rapport à l'anatomie que je vous ai montré juste avant, vous voyez bien que en avant de la zone que l'on veut irradier, vous avez la vessie et les voies urinaires, et en arrière, vous avez le rectum, qui vont donc être exposés à des doses parfois pouvant sensibiliser les tissus sains, et en aigu, on peut avoir des symptômes, tout comme en tardif. En aigu, on va avoir une inflammation possible de la vessie, ce qu'on va appeler une cystite radique, avec une inflammation de la vessie, des brûlures, parfois des saignements, mais aussi la vessie qui va être beaucoup plus active et donc provoquer des fréquences de miction plus importantes. Et au long cours, on peut avoir aussi des symptômes beaucoup plus incommodants, puisque finalement, quelque chose d'aigu, ça va être inflammatoire et ça va se tarir dans le temps. Lorsque ce sont des toxicités au long cours, dites les toxicités tardives, on va avoir une fibrose vésicale, une vessie qui va être moins réactive. On peut aussi avoir des fistules, justement, comme je vous ai parlé précédemment, entre la vessie et le rectum, ou la vessie et le col. Un autre versant qui est très peu finalement étudié, qui est un peu, comment dire, sous-évalué en pratique clinique, c'est vraiment les toxicités de la chimiothérapie. Chimiothérapie, principalement, on va utiliser en première ligne, nous, ce qu'on appelle le doublet carboplatine-paclitaxel ou carbotaxol. Parfois, le cisplatine est utilisé dans la radiochimiothérapie du col de l'utérus, du corps de l'utérus. Le carbotaxol, au premier plan, ça va être des neuropathies périphériques, risques infectieux, dysesthésie, c'est des troubles de la sensibilité, troubles fonctionnels urinaires. Mais pour nous, en tant qu'oncologues médicaux, ce n'est pas ce qui est mis au premier plan. Ce que l'on craint avant toute chose, c'est la toxicité sur les lignées sanguines, ça va être l'alopécie pour le paclitaxel. Mais quand vous retournez à ce qu'on appelle la RCP du médicament, qui va lister toutes les toxicités que vous pouvez avoir par ces médicaments. Je vous ai fait des captures d'écran. Vous voyez que pour le paclitaxel qui est à gauche, on vous met fréquents troubles urogénitaux. Qu'est-ce que l'on fait de ça? Une fois que l'on lit troubles urogénitaux, ça veut dire tout et rien à la fois. C'est ce qui a été rapporté en tout cas dans la littérature. Pour à partir de droite sur justement le carboplatine, ce qui est intéressant entre guillemets, on n'a rien sur l'urogénital à proprement parler. Par contre, on a affection du système nerveux et vous voyez que vous avez, pardon, excusez-moi, à droite c'est le paclitaxel et à gauche c'était le carboplatine. À droite, vous avez les neurotoxicités, neuropathies périphériques que l'on connaît, qui vont toucher principalement les mains et les pieds, mais aussi rares neuropathies motrices, très rares neuropathies autonomes. Et donc, neuropathie autonome, on retombe sur ce dont je vous parlais précédemment, mais qui finalement est moins évalué parce que dans la tête des oncologues médicaux, ce n'est pas ce qui est mis au premier plan. L'immunothérapie et les thérapies ciblées, c'est en train d'émerger sur ces nouveaux médicaments qu'on peut avoir une atteinte de la vessie par un système de maladies auto-immunes, mais les connaissances sont moindres, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas. Et évidemment, le retentissement sur la qualité de vie de tous ces traitements, incontinence, douleur,
gènes sexuels aussi, puisqu'on est dans la sphère urogénitale, fatigue, ce qui a été rapporté précédemment, l'altération de l'image du corps et de l'autonomie de nos patientes, de la qualité de vie de nos patientes. Et il y a une réelle importance du suivi pluridisciplinaire entre professionnels de santé qui chacun a on va dire, son domaine d'expertise. Voilà les messages clés et la conclusion. Symptômes urinaires peuvent révéler les cancers gynécologiques, principalement les cancers du col. Les traitements peuvent fragiliser la sphère urinaire et avoir un important retentissement sur la qualité de vie de nos patientes. Donc la surveillance est essentielle et la collaboration entre les spécialités. Merci beaucoup. Écoutez, c'était très clair. Ce qu'on vous propose, c'est de continuer par le docteur Poinas et surtout aux auditrices, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous poser vos questions. Voilà. Alors peut-être que Laurence, vous avez une question? Non? On continue? On peut peut-être continuer et effectivement, on prendra toutes les questions à la fin. Si vous voulez, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions. Et puis, Laurence, effectivement, on pourra te redonner la parole aussi pour que ça fasse écho à ton propre parcours. Alors, on avance avec le point de vue de l'urologue. Ouais. Donc, merci pour l'invitation. Voilà, j'ai accepté avec plaisir et c'est vrai que les patients, c'est vraiment essentiel qu'ils comprennent un peu les enjeux et que nous, on comprenne leurs enjeux à eux. Et les symptômes urinaires et les conséquences sexuelles des prises en charge de ces cancers gynécologiques sont très fréquentes, puisque en fait, le meilleur ami de l'urologue, c'est souvent le gynécologue. Donc pour passer la définition d'une incontinence, en fait, on va peut-être y avoir quelques petites redondances, mais c'est pour définir tout simplement. C'est une perte d'urine involontaire par les voies naturelles. Donc la différence principale qu'on a, c'est les fistules et parfois on nous adresse des gens pour des incontinences urinaires, mais c'est des fistules. Donc c'est-à-dire c'est une perte permanente d'urine par un orifice non urologique. Voilà. Donc la fréquence déjà en dehors de la pathologie cancéreuse, c'est quelque chose de très fréquent chez la population adulte française. Là, je parle uniquement des femmes et qui augmente avec l'âge sur des gravités variables, mais c'est plus de 50% des femmes de plus de 80 ans. Voilà. Il y a des populations aussi très exposées, comme les sportifs de haut niveau et notamment les sports d'endurance comme le marathon ou le trail, où on a aussi des incontinences proches de l'ordre de 30 à 40%. Après chirurgie ou radiothérapie pelvienne, donc après prise en charge de cancer, parce que le cancer en lui-même aussi peut dégrader les structures, on a plus de 40% d'incontinence qui est décrit dans les données de la littérature. Donc il y a deux types principaux d'incontinence, puis le troisième c'est l'association des deux. Donc c'est l'incontinence par impériosité, c'est-à-dire c'est une fuite urinaire qui est précédée d'un besoin urgent, on n'arrive pas à retenir son urine, la vessie se contracte et il y a une émission d'urine. Donc c'est la diminution en fait du contrôle exercé par le cerveau et les nerfs sur la vessie. Après, l'autre type d'incontinence, c'est l'effort, c'est-à-dire la fuite urinaire intervient au moment de poussée abdominale, quand on tousse, on rit, on fait une activité physique, et ça, c'est plutôt des lésions musculaires ou de soutènement de ces structures musculaires. Et puis après, il y a l'association des deux qu'on appelle incontinence urinaire mixte, tout simplement. Simplement, ça, c'est un petit schéma d'anatomie pour rappeler qu'en fait, l'innervation de la vessie vient du dos, vient des lombaires et du sacrum, et donc passe d'abord par le rectum, puis par le col de l'utérus, puis arrive à la vessie. Donc forcément, ce qui est pris en charge digestive basse, rectale, sylvienne, et gynécologique, que ce soit à la fois l'utérus ou le col de l'utérus, va impacter ces bandelettes neurologiques et vasculaires aussi. Voilà. Donc, quand on fait un curage ganglionnaire, quand on fait une chirurgie où on ressèque une tumeur, ou quand la tumeur a envahi aussi ces structures, on va avoir des lésions de ces nerfs. Et les nerfs, ils sont fondamentaux pour contrôler sa miction, avoir une vessie qui arrive à retenir et contrôler ses sphincters. Donc ça, c'est la même coupe. Donc simplement, je ne vais pas y revenir, mais en fait, on voit qu'en fait, c'est une structure extrêmement fragile, le sphincter de la femme. L'urètre est très court, le sphincter, c'est quelques millimètres. Donc c'est extrêmement facile à léser. Et les tumeurs, quand elles évoluent, elles peuvent
complètement faire disparaître ce sphincter. Voilà, donc ça c'était à nouveau une petite coupe pour montrer que le sphincter, enfin un urètre féminin fait globalement 4 cm. On a 2 cm de zone sphinctérienne sur quelques millimètres d'épaisseur, c'est très fin. Voilà. Et c'est très en contact avec les structures gynécologiques. Ça, c'est aussi une coupe, en fait, les deux tuyaux qui vont à la vessie. Donc la vessie, c'est la structure musculaire antérieure là qu'on voit près du pubis. Bon, simplement pour vous dire, voilà, les uretères passent tout près du col de l'utérus, à quelques millimètres en fonction des anatomies. Et puis, si en plus on a une maladie cancéreuse, on voit que très vite on va avoir une atteinte des uretères. Et très vite on peut aussi avoir une atteinte de la vessie. Donc, ce qui fait qu'on a une incontinence urinaire ou des troubles vésicaux, c'est la maladie qui peut envahir la vessie, qui peut envahir les structures neurologiques, qui peut envahir les structures sphinctériennes. 2, après les traitements qu'on fait, et tous les traitements peuvent avoir une conséquence, que ce soit la radiothérapie, les chimiothérapies et bien sûr la chirurgie. Voilà. Donc les mécanismes de l'incontinence par impériosité, c'est souvent une instabilité vésicale, c'est-à-dire qu'en fait la vessie, elle s'autonomise. En fait, les nerfs qui devraient la contrôler ne marchent plus et elle part en autonomie un peu et elle se contracte et ces contractions donnent des pertes d'urine. Voilà. Il y a aussi également parfois c'est l'urètre et le col vésical qui est touché. Donc pareil, c'est souvent par dénervation. En fait, les nerfs qui viennent de la colonne sont touchés et donc du coup la vessie essaye de se dépatouiller toute seule et souvent elle fait très mal. Elle le fait très mal. L'incontinence urinaire déforme, c'est souvent une insuffisance donc, du sphincter. Il faut savoir que comme tout muscle, en fait, le sphincter, pour bien marcher, il a besoin de bons nerfs. Donc c'est toujours quand un muscle ne marche pas, ça peut être le muscle en lui-même ou le nerf ou l'association des deux. Mais pour qu'un un muscle marche bien, il faut qu'il y ait un bon nerf. Donc, parfois on a ça. Et parfois aussi, au gré de la maladie, on a une altération des tissus autour. Qui fait que le col, par exemple, de la vessie devient très mobile et donne aussi une incontinence parce qu'il n'est pas assez soutenu. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Je vais avancer. Merci clair. beaucoup, c'est très clair. Ouais. N'hésitez pas, je regarde aussi le chat si vous avez des questions. Donc les symptômes, en fait, là, c'est pour être assez caricatural, mais on a vu que souvent, c'était un peu lié. Mais bon, pour nous, en termes de mécanisme et de proposition de soins, on a besoin un peu de faire la part des choses. Donc les symptômes, donc des forces, c'est des fuites à la toux, au changement de position, qui augmente, ces fuites augmentent avec la fatigue, s'aggravent dans le temps, et souvent on peut le prévoir. Tandis que l'impériosité, c'est l'inverse. Et souvent la gêne, comme l'a dit très justement notre patiente, est très importante parce que on ne prévoit pas et ça gêne pour maintenir une vie sociale et professionnelle et plein de choses, et sportive. Voilà. Et donc c'est spontané, imprévisible avec ce besoin urgent. Et donc ça, c'est quand même des signes très embêtants. Donc les causes d'impériosité, alors moi j'ai mis non urologique. Il y a aussi, en dehors de la prise en charge du cancer, il y a aussi des cas où en fait cette maladie, elle est idiopathique. On ne sait pas d'où ça vient. Simplement pour vous dire que c'est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que souvent on tâtonne pour savoir ce qu'on doit proposer parce qu'on ne la connaît pas si bien que ça en fait. Faire le diagnostic, c'est une gageure. Et savoir quel médicament va être efficace, c'est encore une autre gageure. Voilà, mais j'ai donné d'autres choses, idiopathie, psychologique, toutes les maladies neurologiques peuvent donner des signes urinaires. D'ailleurs, par exemple, le diabète, c'est fréquemment nous, on diagnostique un diabète sur simplement une impériosité. Donc, les causes urologiques, par contre, nous, on a aussi des cas où cette impériosité, ça peut être le signe d'un calcul de vessie, voire d'une tumeur de vessie. L'examen clinique, c'est important déjà pour distinguer l'incontinence de la fistule. Ça permet d'observer la fuite, de regarder un petit peu les mécanismes, notamment d'objectiver la fuite. On demande à la patiente de tousser en position gynécologique et on voit qu'il y a une émission d'urine. Et ça permet aussi d'étudier est-ce qu'il y a un prolapsus associé, c'est-à-dire est-ce que les organes aussi sont bien maintenus, que ce soit le col de l'utérus ou la vessie, parce que ça c'est hyper important pour maintenir une continence. Il faut que le col de la vessie soit bien maintenu au pubis. Donc aussi, comme l'a dit aussi la patiente, ce qui est un élément important pour nous évaluer le degré de gêne et le type d'incontinence, c'est de réaliser
un calendrier mictionnel. Un calendrier mictionnel, c'est quand est-ce que je fais pipi, quel volume je fais, et est-ce qu'il y a eu des fuites, est-ce qu'il y a eu des urgences. Et nous, ça nous permet de voir un petit peu le degré de gêne et vraiment quantifier qualitativement la fuite. Il y a des questionnaires d'évaluation très simples, en fait, aussi, qui permettent d'analyser les fuites. Donc là, j'en ai mis un, mais il y en a d'autres. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Il faut mieux des questionnaires relativement simples. Et ça peut aider aussi en pratique à définir la gêne et le degré de gêne pour savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer en priorité. Ce qu'on peut faire aussi, souvent on le fait pas forcément systématique, mais c'est le pas test. Le pas test, c'est le test de la protection. En fait, on pèse une protection, on la porte 1 heure ou 24 heures et on la pèse à l'issue pour voir un peu le volume de perte en grammes et ça nous permet de juger de la gravité. Voilà. Souvent, on fait le pas de test d'1 heure, donc c'est vrai que parfois les consultations d'incontinence urinaire peuvent être un peu longues parce que justement, on va faire tout un tas d'examens et notamment, on peut garder les patients 1 heure pour voir un peu le volume de perte dans ce temps-là. Alors, le bilan urodynamique, ce n'est pas forcément systématique à faire, mais c'est vrai que dans des cas un peu rebelles, un peu compliqués à prendre en charge, quand notamment on a eu un échec des traitements médicamenteux ou de la kiné, oui, on peut faire ça. Ça permet d'essayer de comprendre la physiopathologie, une partie seulement, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on ne comprend pas. Donc, la première chose, c'est la débimétrie. La débimétrie, c'est une analyse de la force du jet. C'est très important de savoir est-ce que la vessie se vide bien et est-ce qu'on a encore une contraction de la vessie qui permet de la vider. Parce que si on n'a pas ça, c'est qu'on a une vessie qui ne se vide pas et ça, c'est dangereux pour les infections, pour les reins. On le complète souvent par ce qu'on appelle une cystomanométrie, c'est-à-dire une analyse des pressions dans la vessie, tout simplement. On va gonfler progressivement la vessie, on va regarder quel est le volume de la vessie. Est-ce qu'il y a des contractions, justement? Est-ce que des fois, on a des montées de pression dans cette vessie qui témoignent des contractions qu'on ne devrait pas avoir de la vessie? Voilà. Et ça, c'est aussi important. Et on va pouvoir aussi analyser la force du sphincter. Est-ce que le sphincter est bien présent? On va retirer progressivement les capteurs de pression. On va analyser la force aussi du sphincter. Donc, ça permet d'analyser le volume de la vessie, sa souplesse, sa capacité sphinctérienne, voilà. Et vérifier qu'on n'a pas des contractions désinhibées. Les autres examens qu'on fait aussi, souvent, les patients dans le cadre de l'oncologie sont suivis régulièrement par d'imagerie, mais on peut facilement faire une échographie, une IRM pelvienne. Le scanner pour le pelvis n'est pas très performant, donc si on veut regarder la vessie, le col, c'est souvent une IRM pelvienne. Voilà, l'échographie permettra d'éliminer un diagnostic aussi qu'on a, c'est de miction par regorgement. Il y a des dames qui viennent consulter pour une incontinence, mais c'est en fait simplement qu'elles ont une rétention, c'est-à-dire une vessie qui ne se vide jamais bien, et elles vont uriner simplement le surplus, comme une baignoire qui est pleine, avec un robinet qui continue de marcher, heureusement, c'est les reins, mais après, du coup, il y a un déversoir, ça sort par petite quantité, mais sans que la vessie soit complètement vidée. La cystoscopie, donc c'est un examen de la vessie par une petite caméra qu'on rentre par les voies naturelles, ça permet de voir l'urètre, de vérifier qu'il n'y a pas de fissure, de regarder l'aspect, est-ce qu'il y a de l'inflammation, est-ce qu'il y a du cancer qui vient dans la vessie, quelle est la capacité de la vessie. L'analyse d'urine aussi est toujours importante pour vérifier qu'il n'y a pas tout simplement une infection, une inflammation résiduelle. Voilà, les traitements, donc non médicamenteux, déjà de base pour n'importe quelle incontinence urinaire, on va compter beaucoup sur la plasticité cérébrale. Donc c'est pour ça que parfois, même quand on a une impériosité, en fait, on fait des injections de toxines botuliques, des fois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. De même, pareil sur les stimulations des racines sacrées. Et puis en fait, après, le cerveau a cicatrisé, les nerfs ont repoussé ou ont trouvé des voies annexes pour mieux contrôler la vessie. Et ça peut marcher. On n'a plus besoin forcément de refaire l'injection de toxines botuliques. Et ça, c'est très important aussi d'éduquer les gens parce qu'il y a pas mal d'erreurs, notamment de gens qui font beaucoup de miction de précaution, qui dès qu'ils ont envie, ils vont. Voilà. Alors qu'on peut parfois aussi, avec le travail du kiné, apprendre des contractions réflexes, apprendre des tas de choses pour essayer de favoriser les voies neurologiques qui contrôlent la vessie et ne pas céder toujours à la vessie. Parce que la vessie, elle fait faire pipi, 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 et le cerveau, lui, qui est normalement dominant. La vessie est plutôt l'esclave du cerveau, normalement.
Mais le cerveau, lui, dit non, c'est pas le moment, voilà, tu n'es pas encore pleine, voilà, je suis à table, je suis en train de faire du sport, ben voilà, tu te retiens. Bon. Les mesures diététiques, c'est des trucs tout simples aussi. Et les patients, il faut savoir qu'est-ce qui va les aggraver, qu'est-ce qui va leur faire du bien. Classiquement, on dit tout ce qui est épicé, café, la cigarette va stimuler l'envie d'uriner. De même que le volume des boissons, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de restriction, mais faut vérifier aussi qu'on n'a pas une surconsommation de boissons. Et puis après, il y a aussi, on essaye d'adapter les traitements autant que faire se peut. Voilà. Les choses annexes, c'est sûr que quand on a une grosse masse abdominale, ça appuie sur la vessie, elle perd un petit peu en souplesse et on va aussi uriner plus fréquemment et ça va solliciter aussi beaucoup plus tout ce qui est structure de soutènement. La constipation aussi, avec ces poussées abdominales, c'est pas favorable pour l'incontinence. Les œstrogènes locaux. Alors, globalement, ça fait toujours du bien. Bien sûr, si on a un antécédent de cancer du sein, c'est contre-indiqué parce que c'est un cancer hormonodépendant, donc on n'a pas à apporter ça. Mais sinon, en fait, ça va favoriser la qualité des tissus et notamment, ça nourrit le sphincter urinaire. Donc ça fait, si on peut, c'est des choses qui peuvent apporter aussi un bénéfice. Alors après, c'est vrai que la kiné, c'est d'une grande aide pour comprendre déjà comment on marche, donc que les patients sentent quels sont les muscles, comment on les travaille, voilà, donc pour renforcer la qualité des muscles. Ça, c'est très bien. Donc, une prise de conscience, une musculation, un apprentissage de du verrouillage pelvien. Voilà, on peut s'aider d'électrodes. Donc, il y a des petits jeux, des fois, pour comprendre un peu quels sont les muscles, comment les faire. Et puis, on voit la progression sur la force de contraction. C'est souvent des kinés spécialisés. Parfois, il ne faut pas hésiter à changer de kiné. Parce que des fois, ils ont des approches un peu différentes. Et parfois, en changeant de kiné, on arrive à avoir des résultats meilleurs parfois. Voilà. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors après, voilà, comme on a dit, la première gamme de traitements, on va dire, c'est vrai qu'on essaye de hiérarchiser du plus simple au plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on va d'abord commencer par un anticholinergique. D'ailleurs, c'est les recommandations des sociétés savantes. Normalement, on doit proposer, par exemple, le Botox qu'après échec de 2 anticholinergiques différents. Donc les anticholinergiques, ça va être des médicaments qui vont jouer justement au niveau neurologique sur le contrôle entre les nerfs et la vessie. Et le but, voilà, c'est d'espacer l'émission, d'assouplir la vessie. Ça a montré une certaine efficacité, mais au prix d'effets secondaires. Donc les effets secondaires, c'est surtout la sécheresse buccale. Donc les gens ont une diminution de la sécrétion de la salive, donc ça peut gêner la bouche un peu pâteuse. La confusion, et chez les personnes âgées, c'est la confusion. Et il y a aussi la constipation, les troubles du transit. Donc on les utilise. Voilà. Après, donc là, c'est les principaux anticholinergiques, c'est l'oxybutinine, il y a le trospium et le sulfénacine, donc le Vesicaire. Voilà, on les teste en fait. Il faut parfois un peu de temps, on dit au moins 2 à 3 semaines avant de changer. Ça peut aller même, il y a des recommandations qui vont jusqu'à 3 mois d'essai avant d'augmenter les doses ou de changer de molécule. Parce que voilà, c'est des médicaments à visée neurologique et ça met du temps à s'installer, l'efficacité. Alors là, c'est la nouvelle gamme de traitements qui sont un peu mieux tolérés, qu'on appelle les bêta-3 agonistes. Et voilà, donc le Mirabegron, qui est le Betniga, qui n'est pas remboursé, hélas. Et on va avoir normalement d'ici quelques semaines un bêta-3 agoniste qui va être remboursé, qui est le Vibegron. Donc on l'attend avec plaisir parce que je pense que ça aidera pas mal de patients et de patientes. Et donc voilà, c'est toujours la même chose, ça relaxe le détrusor pour augmenter le volume de la vessie et son contrôle. Donc, comme on a vu après, on va jouer sur les nerfs directement, et notamment sur la stimulation de la 3e racine sacrée. Et donc, le chef de file, voilà, c'est sûr, c'est le boîtier de neuromodulation. Donc, c'est comme un espèce de petit pacemaker qu'on va insérer au niveau du sacrum, au niveau du 3e trou sacré, et qui va envoyer des petites impulsions électriques pour interférer avec les nerfs qui vont à la vessie, comme on l'a vu un peu sur les schémas d'anatomie. En pratique, on ne sait pas exactement en fait pourquoi ça marche. Mais
on a l'impression que ça parasite peut-être certains signaux défaillants, peut-être que ça stimule la croissance neurologique ou la plastie cérébrale à ce niveau-là. Voilà. L'autre moyen de stimuler cette racine sacrée, c'est aussi la stimulation tibiale postérieure. Donc là, je vous ai mis une petite photo aussi d'une dame qui porte à la cheville un appareil de neurostimulation, donc cette fois externe, qui a l'avantage d'être plus simple, puisqu'il n'y a pas d'implantation. Voilà. Donc ça, c'est des solutions aussi qu'on peut apporter. Et puis après, il y a la toxine botulique. Donc la toxine botulique, voilà, c'est le principe, c'est de paralyser le muscle de la vessie. Mais le problème, c'est que voilà, il faut discuter les doses parce que si on injecte des doses trop importantes, bah, la vessie, cette fois-ci, elle va plus du tout se contracter, il faudra se sonder. C'est parfois des solutions qu'on peut discuter. En effet, on va faire normalement pour l'incontinence par impériosité, on fait 50 unités, voire 100 unités. Ça permet d'éviter de faire une rétention, mais d'avoir quand même une vessie qui va progressivement être plus facile à contrôler, plus grande. Mais parfois, on fait 200 voire 300 unités qui vont normalement bloquer la vessie avec des sondages intermittents. Voilà. C'est des choses qui peuvent se discuter, qui peuvent se faire. Hein. L'apprentissage du sondage intermittent, c'est des choses qu'on fait en pratique quotidienne et qui finalement parfois rendent bien service. Il y a exceptionnellement des complications à ce geste. Et l'efficacité, elle s'installe progressivement à partir du 5e jour après l'injection et normalement, elle dure, on espère, une année. Voilà, bon là, après, on va repartir sur les traitements de d'autres types d'incontinence qu'on peut retrouver aussi après les prises en charge de cancer. C'est les chirurgies, donc plutôt de l'incontinence urinaire d'effort, où là, on va refixer en fait les ligaments du col de la vessie. Voilà, donc c'est une des interventions phares de l'incontinence urinaire de la femme, qui est le TVT. Donc, c'est mettre en place un ligament prothétique. Le ligament ACD, comme on le fait sur un genou, là, on va le faire au niveau du col de la vessie. On va mettre une prothèse pour ressoutenir le col et le sphincter. Donc, c'est des choses qui se font en ambulatoire, qui peuvent se faire avec une anesthésie très légère. Parce que justement, quand les patients ne sont pas complètement anesthésiés, on va pouvoir régler finement la tension de la bandelette. On va les faire tousser, et puis on va régler ni trop ni pas assez. Et voilà. Après, on a des choses plus complexes qui sont le sphincter urinaire artificiel. Là, c'est carrément en fait un système hydraulique donc un sphincter artificiel. Hein, c'est du coup une manchette qui est gonflée de liquide qui va comprimer l'urètre comme le ferait normalement le sphincter et avec une petite commande qu'on met dans la grande lèvre. Donc ça, c'est des traitements de 3e intention voilà, qui nécessitent une intervention plus lourde, une surveillance et qui ont une durée de vie aussi également un peu limitée. Des choses qui reviennent bien parce qu'il y a des nouveaux produits qui sont arrivés, c'est les injections périurétrales. Donc là, c'est des choses pareilles qui se veulent très simples. Ça se fait une fois que l'anesthésie est faite, la désinfection, le matériel monté, l'injection, elle prend 10 minutes. Hein, donc on va injecter un agent dans l'urètre pour soutenir un peu le sphincter, diminuer le calibre et diminuer les fuites. Donc on a une amélioration dans 2/3 des cas. Voilà. Et il y a des nouveaux produits qui existent avec plus de sécurité à l'heure actuelle. Voilà, j'ai fini. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je prends avec plaisir des questions ou des remarques. Alors, on a une question déjà de Pascal sur notre fil qui s'interroge concernant le changement des sondes Gigi tous les 7 à 8 mois. Est-ce qu'il y a un risque qu'à un moment, on ne puisse pas changer de sonde? On ne puisse plus changer de sonde. Peut-être rappeler, on n'a pas parlé des sondes, peut-être rappeler aussi dans quel cas on fait ce sondage, peut-être. Ouais, alors les sondes WJ, c'est des petits tuyaux qui sont comme des spaghettis qu'on met entre le rein et la vessie, qui visent à ce que l'urine qui est sécrétée par le rein puisse s'écouler jusque dans la vessie. Et donc ne pas boucher le rein, ça débouche le rein.
Parce que parfois, l'urtère, c'est un petit canal qui embête beaucoup parce qu'il est très fragile, il n'est pas bien vascularisé, c'est un muscle et qui parfois aussi, au gré de la cicatrisation et de la fibrose autour, ne marche pas bien. Pareil aussi, s'il est dénervé, voilà. Et donc, on met ces petits tuyaux pour que le rein marche. Alors après, c'est très complexe à savoir quand est-ce qu'il faut la changer. Et on essaye de basculer. Il y a des gens chez qui on peut les garder 12 mois. Il y a des gens chez qui on doit les changer tous les 2 mois. Donc en fait, ça va dépendre. Donc au début, en fait, on commence à un changement globalement. En fait, l'attitude la plus consensuelle, c'est à 6 mois par précaution, on va les changer. On va voir dans quels états elles sont. Et après, si elles étaient bien, on va faire à 7 mois ou 8 mois. Puis après, on va essayer d'élargir sans dépasser trop les 12 mois. Il y a un risque, il y a un risque qu'un jour, en retirant, on n'arrive pas à remonter. Alors normalement, on met un guide qui nous permet de garder le trajet, mais parfois ce guide, il ne monte pas parce que la sonde est un peu obstruée et on n'arrive pas à mettre un guide à l'intérieur, et ni à l'intérieur de la sonde, ni en parallèle de la sonde. Donc ça arrive parfois qu'on n'arrive pas à remonter, c'est plutôt rare. C'est moins de 1% des cas. Bon, normalement, on arrive toujours à se débrouiller. S'il y a une sonde en place, on est au bloc, on arrive à la remonter. Parfois, c'est un peu compliqué, mais on a des petites caméras, ou sinon, on repasse par le rein. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est parfois plus rare, mais j'allais dire c'est moins de 1% des cas. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir un peu en arrière avec les premiers conseils que vous donniez, qui étaient finalement tout ce côté un peu éducationnel et notamment aussi d'être aidé par des kinés. Donc, ce n'est pas toujours suffisant, on le voit bien dans l'histoire de Laurence, mais c'est quand même une étape utile. Donc, à Montpellier, vous travaillez tous ensemble. On a eu l'occasion d'ailleurs d'inviter Kirsten, qui est kiné à l'ICM, dans une webconférence. Je dirais d'accompagnement des patients avec des cancers colorectaux. Donc d'ailleurs, ce sera l'occasion de remettre en avant ce replay. Mais est-ce que vous pouvez nous dire justement, est-ce que tous les kinés sont formés Vous avez dit qu'on pouvait entre guillemets changer de kiné pour se sentir à l'aise avec son kiné. Ça, c'est déjà, je pense, une bonne base. Mais est-ce que aujourd'hui, il y a des formations, c'est quand même technique, hein, on voit que c'est quand même complexe, pour retrouver les bons conseils, un kiné qui peut nous accompagner à la fois avec ses conseils de méthode, hein. Vous disiez la vessie, il faut un peu l'entraîner, donc il ne faut pas les faire pipi toutes les 3 minutes. C'est vrai que parfois on a peut-être des conseils même de boire trop, pas trop, se lever 10 fois, faire pipi tout le temps, pipi stop ou je sais pas quoi. Enfin, parfois on n'a pas forcément les bonnes habitudes. Donc où est-ce qu'on peut retrouver entre guillemets ce guide d'éducation à bien faire pipi, et où est-ce qu'on peut retrouver des kinés qui sont bien formés et qui sont OK pour nous accompagner quand on a comme ça des troubles urinaires? Ouais, donc oui, normalement, il y a des formations dédiées. Tous les kinés ne font pas de la périnéologie, donc ne s'occupent pas de ça. Donc c'est vrai qu'il faut demander à son réseau de soins oncologique, son médecin traitant qui est référent. Mais malgré tout, c'est quand même de la sphère de l'intime un peu compliqué. Donc l'alliance thérapeutique doit vraiment être là. Après, il y a des guides qui sont assez bien édictés. Nous, avec l'équipe de gynécologie, on a fait un petit guide qu'on appelle le VESI guide d'ailleurs. Mais pour essayer d'apprendre aux patients. Donc il fait quand même, il doit faire 6 ou 7 pages pour essayer d'apprendre tout ce qui est verrouillage. Après, il y a les Québécois aussi qui font des choses très bien sur l'éducation thérapeutique, sur l'apprentissage aussi, de comment se retenir, quel muscle contracter, etc., quand on a des faux besoins. Mais le soutien d'un professionnel de santé, c'est souvent une bonne chose. Après, il ne faut pas alourdir non plus. C'est vrai que moi, quand j'entends 40 séances sans succès, ça fait beaucoup. Normalement, on doit avoir une courbe. Déjà, on a des sondes qui voient si on répond, on voit le progrès. Si au bout de 10-15 séances, il n'y a pas de récupération de la contraction, on peut se dire qu'il n'y a pas de résultats concrets, réels pour les gens. On peut se dire que peut-être, ça ne va pas solutionner. Sachant que dans les études scientifiques, la kiné, quand elle réapprend à utiliser correctement, oui, elle va perdurer dans le temps,
Mais si c'est qu'il y a un gros problème anatomique, de lésions neurologiques ou de lésions musculaires du sphinctérienne, etc., la kiné aura quand même une efficacité un peu moindre. Alors, Laurence, vous avez mis un commentaire sur le… Oui, moi j'ai mis un commentaire par rapport justement aux soins de support. Alors moi, je n'ai pas bénéficié de soins de support malheureusement, mais on parle dans les soins de support de sexualité. Je trouve dommage justement qu'on ne parle pas de l'incontinence urinaire, ou alors je ne suis pas au courant en tous les cas, mais je pense que peut-être ce serait à faire, à introduire dans les soins de support ce temps d'écoute et de partage. Donc ce n'était pas vraiment une question, mais c'était plus… Oui, je pense que c'est vraiment une bonne suggestion qu'on pourra remonter, de prendre en compte ces séquelles urinaires. Et d'ailleurs, là, c'est vrai que sur mon réseau cancer gynéco, c'est beaucoup des problématiques urinaires et sexuelles. Sur mon réseau cancer colorectal, il peut y avoir aussi assez souvent des problématiques au niveau tout ce qui est transit. Et c'est difficile à gérer et très gênant aussi, hein, socialement, personnellement, estime de soi, etc. Et c'est vrai que c'est assez surprenant que ça ne remonte pas dans les programmes d'éducation thérapeutique plus facilement. Je pense que c'est vraiment une très bonne suggestion. J'ai vu qu'on voilà, certaines personnes, patients, partenaires sont là avec nous ce soir, et donc peut-être que ça pourrait être des sujets de travaux avec vous tous, soignants et patients. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin, docteur Quesada, docteur Puenas ou Laurence, sur cette conférence qui a été vraiment très didactique? On se disait avec Laure, on échange, on se dit toujours qu'on apprend plein de choses, et voilà, on a appris encore plein de choses, donc merci beaucoup. Donc on va vous laisser un mot de la fin, docteur Quesada, docteur Puenas. Peut-être je commencerai le mot de la fin. Je pense qu'il faut que ce soit notre patiente, le mot de la fin de la fin. Mais effectivement, quelques aspects, sensibilisation, pluridisciplinarité, c'est essentiel. Et effectivement, c'est toute cette complexité, c'est la remarque qui vient d'être faite, de ces symptômes gris, de cette zone de gris, des symptômes qui ne sont pas facilement identifiables par les médecins, parce qu'on est acculturé à des symptômes qui sont souvent des signes, à des lésions organiques, et effectivement tous ces symptômes dits fonctionnels et qui derrière vont apparaître au second plan, mais qui ne le sont pas de fait, et qu'il est effectivement essentiel de sensibiliser les patientes, mais aussi les professionnels de santé à la réalité de ces symptômes, et qu'il peut y avoir des solutions. Merci beaucoup. Docteur Puenas. Ouais, je pense que merci encore. Et l'essentiel, c'est de faire des ponts, en fait. Parce que là, on va parler quand même de prise en charge un peu hyper spécialisée. Et les centres anticancéreux, ils ne peuvent pas être hyper spécialisés aussi dans tout. C'est-à-dire qu'on a aussi, par exemple, il faudrait des cardiologues, des neurologues, des endocrinologues. Donc, en fait, le cancer est au centre de tout. C'est une maladie tellement embêtante que ça peut toucher toute la sphère de l'humain. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, mais c'est aussi ça le défi, qu'il faut de la tolérance et de la patience, parce que ces prises en charge, c'est récent. En fait, c'est de la science récente, comme l'incontinence, et encore plus l'incontinence par impériosité, parce qu'avant, on s'en occupait pas, globalement, avant les années 2000. Hein. Donc, voilà, on teste. On a testé des trucs farfelus comme le neuromodulation sacrée, puis on a vu que ça marchait. Mais on ne le faisait pas initialement forcément pour l'incontinence urinaire, on le faisait pour l'incontinence anale, par exemple. Donc, voilà, de la patience, du réseau. Il faut ne pas hésiter quand même à le signaler. Voilà, c'est des choses, on est tous dans le même bateau pour que ça se passe le mieux possible. Moi, dans un premier temps, je voudrais déjà remercier Dr Quesada et Dr Puenas, bien évidemment, pour leur suivi régulier, dans tous les cas, dernièrement avec le Dr Quesada. Et puis, je pense que j'aurais une phrase et une petite dernière qui dit que tout simplement, ma dignité retrouvée, je ne suis plus définie par mon problème de vessie. Et je vous en remercie. Ça, c'est un bon message de fin, Laure. Si tu veux. Merci beaucoup. On attendait depuis plusieurs mois de pouvoir faire cette webconférence sur ce sujet, comme vous l'avez dit, aussi intime, difficile.
Et je trouve qu'on a vraiment appris beaucoup de choses. On se rend compte qu'on ne connaît pas si bien ces impacts urinaires. Je pense que le replay, donc on partagera largement, bien au-delà d'ailleurs de mon réseau cancer gynéco, pour que les femmes soient au courant que sur mon réseau cancer colorectal, où il y a aussi des troubles urinaires en raison, vous l'avez montré aussi, de la physiologie, puissent déjà bénéficier et des explications apportées ce soir. Et voilà, donc un très très grand merci à vous trois. Je crois que c'était très précieux, très utile, et on vous tient au courant dès que c'est en ligne. Merci infiniment. Passez une bonne soirée. Vous aussi, excellente soirée à tous et toutes. Merci encore. Merci encore. Bonne soirée tout le monde. Et merci encore de l'invite.